Depuis plus de 40 ans, le meurtre brutal de Bob Crane est resté l'un des mystères les plus sombres d'Hollywood. Mais aujourd'hui, son propre fils brise le silence et ce qu'il révèle confirme tout ce que les gens craignaient à propos de l'affaire. Ce n'est pas seulement l'histoire de la fin tragique d'un acteur aimé, c'est un réseau de secrets, de trahisons et une vérité cachée à la vue de tous. Au début des années 1960, Bob Crane n'était pas un acteur de plus essayant de percer à Hollywood. Il était la prochaine grande vedette. Avec un sourire magnétique et un sens de l'humour rapide, il est devenu un nom familier tant que star de Papa Schultz, Hogan's Heroes, une sitcom sur la Seconde Guerre mondiale qui, contre toute attente, a transformé un camp de prisonniers de guerre toile de fond pour une comédie télévisée. Pendant 6 saisons, Crane a joué le rôle du colonel Robert Hogan, l'officier américain charmant et intelligent qui déjouait constamment les nazis maladroits. Le public l'adorait, les critiques l'ont loué. Et aux yeux du public, Bob Crane était l'image même de la télévision américaine saine. Mais le succès de Crane ne reposait pas uniquement sur son talent à l'écran. Il était un chouchou des médias, un ancien disc jockey doté d'un esprit vif et d'un don pour mettre les gens à l'aise. Son expérience à la radio lui a donné un avantage unique et il savait comment utiliser le charme comme une arme. Il était sympathique, accessible et d'une propreté irréprochable. Du moins, c'est l'image que les studios voulaient que tout le monde voie. Coulisses, une image différente se formait, suggérant un homme qui n'était pas tout à fait paix avec lui-même. Même alors que la popularité de Crane montait flèche, il y avait des murmures. Ses collègues ont remarqué sa fascination croissante pour la technologie, particulier pour le matériel audio et vidéo. Il a commencé à apporter des caméras et des enregistreurs sur le plateau. Au début, cela semblait innocent, juste un hobby. Crane a toujours été un adopteur précoce matière de gadgets, expérimentant souvent des appareils d'enregistrement pour le plaisir. Mais avec le temps, cette obsession s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus inhabituel. Il a commencé à tout documenter, pas seulement les répétitions ou les pitreries coulisses, mais aussi des moments personnels et privés. À la maison, le mariage de Crane commençait à se fracturer. Lui et sa femme Anne Tertian étaient amoureux depuis le lycée. Mais la célébrité a tout changé. Les longues heures, l'attention des fans féminines, la distance croissante. Bientôt, les fissures sont devenues trop importantes pour être ignorées. Ils ont divorcé en 1970. Crane s'est rapidement remarié, cette fois avec sa costard de Papa Schultz, Sigrid Valdis. Mais même cette relation n'a pas duré. Au milieu des années 1970, Crane n'était plus la star brillante de la télévision. Sa carrière était déclin et il avait du mal à trouver du travail. Il a accepté des rôles dans des productions de dîner-spectacle, loin des projecteurs qu'il commandait autrefois. L'homme qui avait autrefois joué dans l'une des émissions les plus regardées à la télévision se produisait maintenant dans des lieux modestes à travers le pays, essayant de s'accrocher à ce qui lui restait de sa célébrité. Pourtant, malgré la trajectoire descendante de sa carrière, la vie personnelle de Crane prenait une tournure encore plus étrange. Il s'était profondément impliqué dans un monde que peu de gens connaissaient, un monde alimenté par le voyeurisme, le comportement compulsif et des choix de plus douteux. C'est là qu'il a rencontré un homme qui allait définir le reste de sa vie et finalement sa mort. Bob Crane était peut-être le garçon or à l'écran, mais hors écran, il descendait dans une réalité que peu auraient pu imaginer. Un homme déchiré entre l'adoration publique et l'obsession privée, entre l'image qu'il vendait à l'Amérique et les secrets qu'il gardait enfouis derrière des portes closes. Et ce qui allait suivre allait non seulement détruire l'illusion, mais aussi briser son héritage à jamais. Au moment où la célébrité télévisuelle de Bob Crane a commencé à s'estomper, sa vie privée se transformait en quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus troublant. Ce qui avait commencé comme une fascination innocente pour la photographie s'était transformé en obsession. Crane ne se contentait plus de documenter sa vie professionnelle, il enregistrait compulsivement sa vie personnelle, en particulier ses rencontres avec des femmes. Utilisant des trépieds, des lumières et des caméras, il a tout capturé, souvent sans divulguer pleinement ses intentions. Pour le monde extérieur, il était toujours l'affable star de la télévision. Mais derrière des portes closes, il était consumé par quelque chose de beaucoup plus sombre.
C'est pendant cette période que John Henry Carpenter est entré scène. Directeur régional des ventes pour Sony Electronics, Carpenter a fourni à Crane du matériel vidéo et est rapidement devenu un ami proche. Mais leur relation était plus qu'une simple amitié. C'était un partenariat troublant. Ensemble, ils partageaient un mode de vie tordu centré sur la séduction, la surveillance et le contrôle. Carpenter accompagnait souvent Crane sur la route, l'aidant à attirer des femmes dans des chambres d'hôtel où les deux hommes enregistraient des rencontres intimes. Dans de nombreux cas, ces femmes ne réalisaient jamais qu'elles étaient enregistrées. Cette double vie a commencé à avoir des conséquences. La dépendance de Crane à ces rencontres et la documentation constante de celles-ci n'étaient pas qu'une simple excitation privée. C'est devenu un élément central de son identité. Il a méticuleusement catalogué ses cassettes, les stockant dans des boîtes étiquetées avec des dates et des noms. Il ne s'agissait plus d'intimité ou de connexion, il s'agissait de contrôle, de preuve et du besoin compulsif de revivre ce qui s'était déjà passé. Il ne vivait plus dans le moment présent, il l'archivait. Ses proches ont commencé à remarquer des changements. Il est devenu de plus isolé, émotionnellement détaché et paranoïaque. Son deuxième mariage s'effondrait et ses amitiés se détérioraient. L'homme qui avait autrefois captivé des millions de personnes par son esprit et son charme était maintenant renfermé, erratique et consumé par ses vices. Plus il s'adonnait à son monde secret, plus il s'éloignait de tout le reste dans sa vie. Mais même si sa carrière déclinait et que sa vie personnelle se fracturait, Crane semblait incapable ou peu disposé à s'arrêter. Il a continué à filmer, il a continué à collectionner et il a gardé Carpenter à ses côtés malgré la tension et le malaise croissant. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Crane voulait couper les ponts pour se libérer de l'emprise que ce mode de vie avait sur lui, mais Carpenter n'était pas le genre d'homme à lâcher prise facilement. Crane menait une double vie remplie de secrets qu'il n'aurait jamais pensé être révélés. Mais tout ce qu'il avait construit, sa renommée, ses relations et même son monde privé soigneusement caché, était sur le point de s'effondrer de la manière la plus violente et la plus publique imaginable. Au matin du 29 juin 1978, Bob Crane a été retrouvé battu à mort dans son appartement à Scottsdale, Arizona. La scène était à la fois brutale et étrangement précise. Son corps a été découvert dans son lit, un cordon de trépied de caméra enroulé autour de son cou et un traumatisme massif à la tête. Des éclaboussures de sang ont peint les murs et le plafond, mais il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun objet de valeur volé et aucun témoin immédiat. C'était un meurtre calculé et intime et il a choqué la nation. La nouvelle de la mort de Crane a frappé Hollywood comme un coup de foudre. Au début, il s'agissait simplement du meurtre choquant d'une ancienne star de la télévision. Mais au fur et à mesure que les détails ont commencé à émerger, l'histoire s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus glauque. Les enquêteurs ont rapidement découvert un labyrinthe de cassettes vidéo, de photographies et d'équipements à l'intérieur de l'appartement. Des dizaines de bobines remplies d'images graphiques documentaient la vie privée de Crane dans des détails troublants. Le colonel Hogan saint d'esprit avait disparu, remplacé par un homme au centre d'un mystère troublant. L'enquête s'est presque immédiatement concentrée sur John Henry Carpenter. Il avait été avec Crane la veille au soir, ils étaient sortis dîner, avaient parlé de leur amitié tendue et étaient de retourner dans leurs chambres séparées dans le même complexe d'appartements. La police a interrogé Carpenter et a appris que les deux hommes s'étaient disputés. Crane aurait dit à Carpenter que leur amitié et tout ce qui allait avec devaient prendre fin. Carpenter a admis qu'il était dans l'appartement de Crane cette nuit-là, mais a affirmé qu'il était parti et n'était jamais revenu. Cependant, les enquêteurs ont trouvé des traces de sang dans la voiture de location de Carpenter qui correspondait au groupe sanguin de Crane. Cela aurait dû être la percée, mais il y avait un problème. La technologie ADN n'existait pas en 1968. Il n'y avait aucun moyen de faire correspondre définitivement le sang. Et sans arme du crime, l'affaire s'affaiblissait de jour en jour. Plus inquiétant encore, certaines preuves semblaient disparaître. Les échantillons de sang ont été mal manipulés. Des éléments de preuve matérielle essentiels ont été soit contaminés, soit jamais recueillis.
La nature chaotique de l'enquête initiale a fait sorte qu'une grande partie de ce qui aurait pu lier directement Carpenter au crime a été perdu à jamais. La police avait un suspect. Ils avaient un mobile. Ils avaient même des preuves circonstancielles, mais ils n'avaient pas assez pour procéder à une arrestation. Alors que la frénésie médiatique s'intensifiait, l'image de Bob Crane a continué de s'effondrer. Chaque article sur son meurtre semblait plus axé sur sa vie secrète que sur la résolution de l'affaire. L'homme qui faisait rire l'Amérique était devenu un habitué des tabloïds dont on se souvenait non pas pour son talent, mais pour les ténèbres qui entouraient sa mort. Carpenter est resté libre pendant des années, et comme personne d'autre n'était considéré comme un suspect sérieux, l'affaire a lentement commencé à s'estomper de la conscience publique. Mais pour la famille de Crane et pour la seule personne qui n'a jamais cessé de croire que la justice était possible, elle n'a jamais vraiment disparu. Dès le début, l'enquête sur le meurtre de Bob Crane a été entachée d'erreurs. Les détectives croyaient avoir un suspect clair, un mobile clair et même des preuves indirectes qui pourraient lier Carpenter au crime. Mais ce qu'ils n'avaient pas, c'était la science ou la volonté de faire avancer l'affaire jusqu'au bout. Et au fil du temps, le peu de preuves qu'ils avaient a commencé à leur échapper. La scène du crime avait été compromise presque immédiatement. Des voisins curieux, des policiers non formés et même des personnalités des médias ont été autorisés à se promener dans l'appartement dans les heures qui ont suivi la découverte du corps de Crane. Les protocoles médicaux légaux étaient incohérents et les éléments de preuve clés, comme l'arme du crime, n'ont jamais été retrouvés. Le matériel vidéo qui aurait pu contenir plus d'indices a été emballé mais n'a jamais été analysé profondeur pour rechercher des empreintes digitales ou d'autres détails médico-légaux. Plus accablant encore a été le traitement des preuves sanguines. Les enquêteurs ont découvert de petites traces de sang dans la voiture de location de Carpenter située juste à l'extérieur du complexe d'appartements. À l'époque, ils ont testé le sang et ont constaté qu'il correspondait au groupe sanguin de Bob Crane. Mais dans les années 1970, ce n'était pas suffisant. La typologie sanguine était trop large et, sans ADN, les procureurs craignaient qu'elle ne tienne pas devant les tribunaux. Les échantillons ont été stockés, mais au fil des ans, beaucoup ont été perdus, dégradés ou mal manipulés au-delà de toute utilisation. Pourtant, la pression montait pour obtenir des réponses. Crane était une personnalité publique et la nature scandaleuse de sa mort a attiré une intense attention médiatique. Mais Hollywood, déjà ébranlé par ses problèmes d'image dans les années 1970, n'était pas désireuse de creuser plus profondément. La vie secrète de Crane était une source d'embarras et de nombreuses personnes dans l'industrie se sont discrètement distancées de lui. Sans soutien public ou institutionnel, l'affaire est restée suspens. Au début des années 1990, un nouvel intérêt a été suscité lorsque les détectives de Scottsdale ont décidé de rouvrir l'enquête utilisant une technologie mise à jour. L'analyse de l'ADN était enfin devenue un outil viable. Les échantillons de sang originaux prélevés dans la voiture de Carpenter ont été réexaminés. Quelques traces étaient encore utilisables, mais même alors, les résultats n'ont pas été concluants. L'ADN était dégradé, partiel et, fin de compte, pas suffisant pour fournir une correspondance définitive. Carpenter a été accusé de meurtre 1992, mais ce procès se terminerait de la même manière que l'enquête initiale, par un doute. Pendant le procès, l'accusation s'est fortement appuyée sur des preuves circonstancielles. Ils ont brossé le tableau d'une amitié devenue toxique, d'un homme bafoué et désespéré. Mais la défense a contré avec des explications raisonnables et a souligné l'absence de preuves physiques directes. 1994, après un procès très médiatisé, Carpenter a été acquitté, il a maintenu son innocence jusqu'à sa mort 1938. Pour la famille de Crane, le résultat a été dévastateur. La seule personne jamais sérieusement considérée comme suspecte venait d'être libérée. Et sans nouvelle piste sans preuve solide et avec une histoire dont le public se lassait, l'affaire a été déclarée officiellement non résolue. Mais tout le monde n'était pas prêt à laisser tomber. Il y avait une personne qui avait vécu dans l'ombre de cette tragédie pendant des décennies, quelqu'un qui savait que la vérité n'avait pas été enterrée avec son père.
Et après des années de silence, il était enfin prêt à parler. Pendant des décennies, Bob Crane Jr. est resté à l'écart des projecteurs. Alors que les médias étaient obsédés par la mort scandaleuse de son père, il a tranquillement bâti une vie loin d'Hollywood. Mais derrière ce silence se cachait un fils qui avait vécu le chaos, les murmures et les questions sans réponse. Et ces dernières années, il a décidé qu'il était temps de faire face à la vérité que le monde avait longtemps ignorée. La décision de Bob Jr. de s'exprimer a pris la forme d'interviews et plus particulièrement de mémoires qui lèvent le voile sur ce qui s'est réellement passé derrière des portes closes. Ces paroles ne sont pas seulement celles d'un fils deuil, c'est le récit de quelqu'un qui a vécu l'histoire de l'intérieur, quelqu'un qui a vu son père être consumé par la gloire, le secret et une amitié qui était bien plus sinistre que ce que le public n'ait jamais su. L'une des révélations les plus surprenantes est de savoir à quel point Bob Crane Jr. savait beaucoup, même au moment du meurtre. Il décrit avoir fouillé la maison de son père après le crime et avoir trouvé des douzaines de cassettes, de notes et de journaux. Certains de ces éléments n'avaient jamais été examinés par la police. D'autres ont été discrètement retirés par la famille, peut-être par honte ou par peur. Crane Jr. affirme que le mode de vie que menait son père n'était pas seulement imprudent, il était dangereux et il croit que son père s'est et est rendu compte trop tard. Il parle ouvertement de John Henry Carpenter, le qualifiant de manipulateur et de dominateur. Selon Crane Jr., son père avait essayé de s'éloigner de Carpenter à plusieurs reprises, mais Carpenter a toujours trouvé un moyen de revenir. Leur amitié, dit-il, était basée sur une obsession mutuelle, mais elle s'est transformée en une fixation à sens unique. Selon ces termes, Carpenter n'était pas seulement un ami, c'était quelqu'un qui avait besoin de contrôler la vie de Bob Crane, même au moment où elle s'effondrait. La partie la plus glaçante du récit de Crane Jr. est peut-être les signes avant-coureurs qui, selon lui, ont été ignorés. Dans les semaines qui ont précédé le meurtre, Bob Sr. avait exprimé sa peur. Il avait dit à des amis proches qu'il était surveillé, que quelqu'un le suivait. Il avait même commencé à documenter les disputes et les appels téléphoniques étranges. Crane Jr. croit que son père savait que quelque chose allait arriver, mais personne ne l'a pris au sérieux. Ces mémoires sont plus qu'une catharsis personnelle, c'est une contestation directe du récit officiel. Elles accusent le système judiciaire d'avoir abandonné trop facilement, de ne pas avoir protégé un homme qui essayait d'échapper à un monde qu'il avait déjà consumé, et surtout, elles refusent de laisser l'histoire se terminer dans le silence. Parce que pour Bob Crane Jr., il ne s'agissait jamais seulement d'un meurtre. Il s'agissait de la vérité et de la révélation finale de ce que tant de personnes avaient essayé d'ignorer. Dans les dernières semaines de la vie de Bob Crane, quelque chose avait changé. Des amis ont remarqué qu'il était tendu, distrait et qu'il regardait souvent par-dessus son épaule. Il avait commencé à exprimer un malaise à propos des personnes qui l'entouraient, particulier John Henry Carpenter. Selon Bob Crane Jr., son père était de plus désespéré de se séparer du mode de vie qu'ils avaient construit ensemble. Ce n'était plus excitant, c'était étouffant. Crane a commencé à annuler des apparitions avec Carpenter. Ils se retiraient de leurs activités communes, essayant de rétablir des limites. Dans des conversations avec des amis proches, il a parlé de faire une coupure nette, non seulement avec Carpenter, mais avec tout le réseau de secrets qui avait envahi sa vie. Il voulait redevenir un père, un acteur qui travaille et un homme qui n'est plus défini par les ombres. Mais Carpenter n'était pas disposé à être coupé aussi facilement. Il y a eu des confrontations, des conversations tendues, des appels téléphoniques qui ont laissé Crane visiblement ébranlé. Selon Crane Jr., l'un de ces appels a eu lieu 2 soirs seulement avant le meurtre. Il se souvient que son père a dit quelque chose qui l'a hanté pendant des années. « Si quelque chose m'arrive, regardez John ». À l'époque, cela ressemblait à de la paranoïa, mais avec le recul, cela ressemble plus à un avertissement, à une tentative désespérée d'être entendu avant qu'il ne soit trop tard. Les derniers jours de Crane ont été marqués par l'isolement. Bien qu'il soit tourné pour une pièce de théâtre, il semblait plus distant que jamais. Des collègues ont dit qu'il était inhabituellement sérieux et facilement agité. Il avait même commencé à parler de prendre sa retraite complètement, de mettre fin au voyage, de quitter la Skene et de recommencer. Mais aucun de ces plans ne se réalisera jamais.
La nuit précédant son meurtre, lui et Carpenter ont dîné ensemble, apparemment leur dernière tentative d'aplanir les choses. La réunion ne s'est pas bien passée, des sources disent que Crane a clairement fait comprendre que c'était la fin. Plus de voyages, plus d'enregistrements, plus de Carpenter, puis ils se sont séparés. Le lendemain matin, le corps de Crane a été retrouvé dans son lit. Aucun signe d'effraction, aucune serrure brisée. Celui qui l'a tué avait soit été invité à entrer, soit n'était jamais parti. Pour Crane Jr., les pièces étaient trop évidentes pour être ignorées. Une amitié qui se détériore, un père qui essaie de s'échapper le moment où tout cela se produit et un suspect qui a toutes les raisons de le faire taire. Ce n'était pas seulement tragique, c'était calculé et pourtant personne n'avait écouté. Mais le fils de Bob Crane ne resterait pas silencieux pour toujours. Il savait que l'histoire n'était pas terminée, pas encore. Et si la justice ne venait pas des tribunaux, il était déterminé à la faire venir de la vérité elle-même. Plus de 4 décennies après la mort de Bob Crane, son histoire continue de résonner. Non seulement à cause de son mystère, mais aussi à cause de ce qu'elle révèle sur la célébrité, le secret et la facilité avec laquelle la justice peut passer entre les mailles du filet. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était un récit édifiant qui remet question la façon dont nous nous souvenons des célébrités et des systèmes censés les protéger. L'image publique de Bob Crane a été soigneusement élaborée. Il était le charmant héros de la télévision, un symbole d'esprit et de décence sur le petit écran, mais sous les projecteurs se cachait un homme profondément troublé, aux prises avec des compulsions qu'il ne pouvait pas contrôler. Et bien que ses choix aient pu contribuer au chaos qu'il a consumé, c'est l'échec des personnes qui l'entouraient et des institutions chargées d'enquêter sur sa mort qui a rendu la tragédie permanente. À bien des égards, le monde n'était pas prêt à faire face à toute la vérité sur la vie de Bob Crane lorsqu'il est mort dans les années 1970. L'idée qu'une star de sitcom bien aimée puisse être impliquée dans un mode de vie aussi controversé était trop inconfortable à affronter. Les médias ont choisi de faire sensation avec le scandale et le système judiciaire a choisi d'avancer à pas de loup. Au lieu de la clarté, il y a eu le silence. Au lieu de réponses, il y a eu des rumeurs. Mais aujourd'hui, avec la technologie médico-légale moderne, les nouveaux outils d'enquête numérique et une volonté croissante de réexaminer les affaires non résolues, l'histoire de Crane a commencé à refaire surface. Des documentaires sur le crime réel, des podcasts d'enquête et des interviews avec Crane Jr. ont ravivé l'intérêt du public. Les gens veulent des réponses parce que maintenant les outils qui manquaient autrefois pourraient enfin être disponibles. Crane Jr. a été l'une des voix les plus fortes à réclamer un réexamen de l'affaire. Il a exhorté les autorités à rouvrir l'enquête utilisant la technologie d'aujourd'hui. Des tests ADN avancés, l'analyse d'images numériques et même le profilage psychologique pourraient faire la lumière sur les preuves qui ont été rejetées autrefois. Bien que certains éléments essentiels puissent être perdus à jamais, d'autres pourraient encore receler des secrets qui attendent d'être découverts. Au-delà de l'aspect technique, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus humain. L'histoire de Crane nous oblige à tenir compte du coût du silence, du danger des avertissements ignorés et de la façon dont la célébrité peut protéger à la fois l'innocent et le coupable. Elle remet question l'idée que le temps apporte toujours une conclusion, parce que dans ce cas, le temps n'a fait qu'apporter plus de questions. Et bien que Bob Crane ait disparu, la voix de son fils se fait de plus forte à chaque année qui passe. Il refuse de laisser son père être uniquement associé au scandale. Il veut que la vérité éclate, non seulement pour la justice, mais aussi pour l'histoire. Pour montrer que derrière chaque titre se cache une personne réelle, une famille réduite morceaux et une vérité qui compte toujours.